Pour libérer le pays qu'on enchaîne, prêts au combat pour repousser ses ennemis, il faut des gants endurcis à la peine, chacun pour tous et tous pour un réuni. Chers amis, il y a 50 ans, 5 mois et 3 jours, nous débarquions à Libreville derrière le capitaine Jean Varret, capitaine commandant le 2e escadron du 1er régiment de hussards parachutistes, second de personne, telle est la devise de cet escadron. Cette unité était considérée par le président gabonais, M. Omar Bongo, comme sa force de frappe selon son expression en comparaison spécialement élogieuse à la force de frappe nucléaire française. Mission officielle. Sécuriser la capitale, fragilisée par la guerre civile au Nigeria, guerre fratricide opposant l'armée nigérienne au mouvement indépendantiste biafrais au sud-ouest du pays. Mission secrète, appui logistique aux interventions des forces spéciales françaises au profit de la rébellion biafraise. Rappelez-vous, les plus jeunes d'entre nous n'avaient pas 20 ans. Les plus vieux étaient encore loin de la quarantaine. Nous gardons tous un souvenir marquant de cette époque. L'au revoir du colonel Combette, commandant le régiment, le salut du général Cortadellas, commandant la 11e division parachutiste, général sur la base aérienne de Toulouse, dont les propos étaient rendus inaudibles par les vols des avions de combat. Nous avons atterri vers 1h du matin, discrètement, dans une nuit noire. Une fournaise nous a enveloppés. Cela nous a changé de l'air frais des Pyrénées. Au petit matin, direction le camp des gardes, devenu le camp de Gaulle. Ce n'était pas le Ritz sous les cocotiers. La compagnie du 2e RIMA nous laisse un camp dans un grand désordre. Rapidement, le capitaine Varret, les lieutenants Jean-François Reynaud, Guy de Quénétain et Praquin et tous les sous-officiers, nous nous sommes mis au travail pour refaire un camp digne de ce nom. Nous avons eu un encadrement formidable de nos officiers et sous-officiers, ce qui ne devait pas être le cas du 2e RIMA. Nous sommes partis à 150, officiers, sous-officiers, brigadiers-chefs, brigadiers et hussards. Une grande proportion étaient des appelés. N'oublions pas qu'ils étaient tous volontaires. Cela aussi explique l'état d'esprit et la cohésion qui se sont tout de suite réalisés. Le rata de la cuisine et le vin cerdé. Vous rappelez-vous le vinogel? Une horreur. Des concentrés arrivaient sous plastique de France, à 40 degrés, par poche de 10 ou 15 litres, et ce concentré de vin était mélangé à de l'eau et de la gasse. Et chaque hussard et compagnie qui rentrait à la cantine avec son gobelet pouvait se servir au passage dans une énorme piscine. Extraordinaire expérience. Il y a eu aussi les tripes à la mode de Caen. Elles étaient vertes, elles fumaient et avançaient toutes seules. Je n'ai plus jamais remangé de tripes de ma vie. Heureusement, grâce à notre capitaine, nous avons eu plusieurs méchouis mémorables. Le petit saucisson enveloppé dans de la cire à 10h du matin était vraiment un délice. La seule fois de ma vie où j'ai rêvé d'une tarte aux abricots, peut-être un péché de jeunesse, plutôt une grande faim. Je peux vous garantir que dans les opérations du 1er hussard au Mali, les camps sont très bien équipés, les moyens ne sont pas les mêmes, nous sommes dans une autre époque. Nous avons découvert un continent, un pays, une autre civilisation, des horaires solaires, l'équateur, le jour se levant vite à 6 heures et la nuit tombant très vite à 18 heures, la base arrière de la France dans la guerre du Biafra,
les enfants, les chargements de vivres et de médicaments pour certains, les chargements d'armes et de munitions pour d'autres, nos expéditions dans plusieurs contrées gabonaises pour montrer que la France était là. Les sauts sur Owendo, où nous étions heureux de retrouver de la fraîcheur pendant quelques moments. Un saut mémorable avec les députés gabonais à bord du Nord Atlas. Ils étaient blancs d'effroi, et nous, avec nos musettes chargées et des gaines alourdies, nous étions très heureux de leur montrer que nous étions à l'aise. La défense de l'aéroport de Libreville, qui risquait d'être attaqué par des MiG nigériens. Nous avons aménagé des emplacements pour mitrailleuses antiaériennes. Le lendemain matin, nous avons constaté que tous nos travaux avaient été effacés dans la nuit à coups de bulldozer. Le Français en charge de cet aéroport estimait que les passagers des vols internationaux se seraient émus de voir des armes entourant les pistes. Les ordres du président gabonais n'avaient à ses yeux aucune importance. Les défilés du 8 mai et du 14 juillet, la Marseillaise sous l'équateur. Cela avait de la gueule. Nous étions impeccables dans notre solennité, fiers d'être des paras de Bercheny venus de France. Lors de l'arrivée des avions venant du Biafra, nous avons eu un choc. La découverte des enfants biafrais rescapés des massacres. Un sparadrap sur le front avec un numéro en guise de passeport, affamés dans un état de maigreur impressionnant. Leur regard de détresse nous a beaucoup marqués. Nous avons compris que la situation était sérieuse. Le capitaine Varet prit sur lui la décision de ramener des enfants biafrais dans les avions vidés de leur contenu, armes, munitions, médicaments, vivres, etc. C'est comme cela que l'hôpital militaire a été construit sur une plage donnée par le président gabonais. Quel aurait été l'avenir de ces enfants, en bas âge, broyés par la guerre? Le meilleur pour eux était Libreville. Nous avons été envoyés au Gabon à la demande du général de Gaulle. Vous allez voir dans quelques instants la déclaration de notre ministre des Armées de l'époque, Pierre Messmer. Il y a quelques années, j'ai essayé de retrouver le fil conducteur politique de notre pays, de l'OPEX au Gabon. Le général de Gaulle avait à ses côtés un monsieur Afrique, Jacques Foccart, un personnage de roman qui a positionné par ses réseaux la France sur ce continent. Maurice Delaunay, ambassadeur de France auprès de la République gabonaise, grand hussard de la République, recevait ses ordres directement de l'Élysée, de Jacques Foccart, sans passer par le ministre des Affaires étrangères, M. Couve de Murville, ni le ministre des Armées, M. Pierre Messmer. L'ambassadeur Delaunay transmettait les ordres au capitaine Varet. Les communications à l'époque n'étaient pas celles de maintenant. L'ambassadeur et le capitaine Varet devaient prendre les décisions seuls, sans hiérarchie présente. Nous avons fait ce qui nous avait été demandé. Et si comme un soir, en fin d'après-midi, nous avons été équipés de nos armes et de matériel et de nos plaques pour embarquer dans un avion et sauter sur le Tchad, nous étions tous partants. Le contre-ordre est arrivé à la nuit tombée. Quelle déception! N'oublions pas quelques bons souvenirs. Les petits dériveurs remis en état pour naviguer près de cette superbe plage. Le ponton plongeoir construit au camp. Le Papagayo et sa patronne, bien entendu. Vous allez voir maintenant des extraits de films de la guerre secrète du Biafra, un interview du général Jean Varet sur l'OPEX, un reportage filmé par notre ami le brigadier-chef René Vente sur notre escadron au Gabon, notre Pierre Chaudonnefer.
De Gaulle, I regret I never met, but I consider one of the greatest men of our time. He understood, and he understood us through Houphouët-Boigny. And certainly his understanding was in a way a pillar from which we continued our resistance. When you have an international personality such as General de Gaulle behind you, understanding your plight, obviously it will only take some time before others begin to understand. I use it a lot within to encourage and build up morale. Go on, go on. Very soon, de Gaulle will recognize us. Il accède à plusieurs demandes d'aide biafraises. Il n'en parle pas à De Gaulle. Jean-François Chauvel, qui était un grand reporter au Figaro, avait rencontré pour son journal le colonel Ojukwu, et il m'avait dit à son retour à Paris qu'il fallait faire quelque chose rapidement, et qu'en particulier ils avaient besoin d'instructeurs ou de soldats de métier qui puissent à la fois ou aider les Biafrais ou au moins leur apprendre le maniement de certains matériels. À cette époque-là, nous n'avions pas encore le feu vert officiel pour intervenir, et nous nous sommes adressés à ce moment-là à Falk, héros de la résistance, qui a donc commencé à recruter dans un hôtel d'une petite rue qui donne ce boulevard Malesherbes, des anciens soldats, des anciens du 11e choc, c'est-à-dire le service action du SDEC, des services spéciaux français, et ils sont donc partis avec notre accord au Biafra. Ça, c'est le premier acte concret que nous ayons fait. I never really supported mercenaries. And as soon as I failed in Calabar, I was able, as it were, to say to Philip, I have paid my dues. I told you they won't work. See what happened. And I'm almost having a mutiny on my hands because my other troops, the Biafran troops, are now complaining that what was not given to them was lavished on these people, and look at the withdrawal. Au printemps, les Biafrais perdent leur accès à la mer. Ils sont assiégés dans un réduit de 170 km de côté. De Gaulle ne croit plus à une victoire militaire biafraise. Dernier espoir de Foccart pour engager la France dans le conflit, la solution diplomatique. Il est convaincu que si plusieurs pays africains reconnaissent le Biafra, la France les imitera. C'est en tout cas ce que lui a laissé entendre De Gaulle. Foccart, qui connaissait l'Afrique beaucoup moins bien que moi, il connaissait beaucoup les Africains, mais il connaissait mal l'Afrique. Lui, Foccart, croyait que la révolte biafraise pouvait réussir à condition d'être soutenue de l'extérieur, alors que moi, j'étais persuadé que la révolte biafraise ne pouvait pas réussir, et d'abord parce qu'elle n'avait pas de l'extérieur tout le soutien qu'elle aurait pu avoir.
avril 68, les premières photos des enfants biafrais arrivent en Europe. En quelques semaines, ils sont des milliers à mourir, victimes du blocus alimentaire nigérian. Cette catastrophe humanitaire, Foccart et ses amis vont s'en servir pour mobiliser l'opinion autour du Biafra et pousser la France à s'engager. On peut répéter ce que nous avons déjà dit depuis 2 jours. Il faut envoyer vite, vite, aux adresses que vous connaissez. Comité français contre la faim, compte chèque postal, 3, 63, Paris. Début août 68, un appel national aux dons est lancé. Il rencontre un succès inespéré. La France, déchirée il y a quelques semaines encore par les événements du mois de mai, se réconcilie autour du Biafra. Le mot génocide est décidément bien efficace. Maintenant qu'il y a ce drame atroce que le Biafra a proclamé son indépendance et que la Fédération, pour le soumettre, emploie la guerre, le blocus, l'extermination, la famine, comment imaginer que les peuples de la Fédération, Ibos compris, reprennent une vie commune? La France, dans cette affaire, aide le Biafra dans la mesure des possibilités. Déjà, d'ailleurs, il y a des États d'Afrique de l'Est et de l'Ouest qui ont reconnu le Biafra. D'autres le reconnaîtront peut-être. C'est dire que pour la France, la décision qui n'est pas prise n'est pas exclue de l'avenir. Mesdames, Messieurs, je vais terminer. Je vous remercie de votre aimable attention. La France ne reconnaît toujours pas la sécession. Pour Foccart, c'est un échec. Mais en coulisses, De Gaulle semble s'y préparer activement. Il charge Foccart de monter une vaste opération secrète de transport d'armes vers le Biafra. Foccart choisit le Gabon comme base arrière. Il vient d'y faire élire président le jeune Albert Bongo, qui ne peut rien lui refuser. Il fait aussi appel à Houphouët-Boigny, encore lui, pour payer discrètement l'addition. Il sera remboursé 2 ans plus tard grâce à un prêt bidon du ministère de la Coopération. En attendant, il s'agit d'organiser l'intendance, ou plutôt le bricolage. Il y a si peu de monde à la cellule Afrique de l'Élysée. Au Biafra, Foccart fait aménager une piste d'aviation sur une portion de route. À Libreville, il installe une vingtaine d'anciens militaires français pour s'occuper de la logistique. Il recrute les pilotes au SDEC ou chez Transgabon, la société de son ami Brouillet. Pour Foccart, il ne peut s'agir que d'une étape. La suivante sera d'envoyer des soldats français au Biafra. Il sait qu'une guerre se gagne rarement à distance. Le ministère des Affaires étrangères voit tout cela d'un mauvais œil. Mais au Gabon, l'ambassadeur de France est un vieil ami de Foccart. C'est d'ailleurs lui qui l'avait fait nommer à Libreville par De Gaulle, peu de temps avant la sécession biafraise. Moi, j'étais un transitaire. Voilà. C'est le transitaire. Un transitaire, bon, un peu particulier, mais un transitaire quand même. J'étais le bras armé de l'aide française au Biafra, puisque pratiquement toute l'aide française passait par Libreville. Des mitrailleuses, des fusils mitrailleurs, des fusils, des grenades, des bazookas, des petits canons également, mais pas d'armes lourdes. Pas d'armes lourdes, pourquoi? Parce que tout ça était transporté par avion. Hein. Et mais je dois vous dire que dans cette affaire Biafra, je n'ai jamais eu affaire à mon ministre de tutelle, je n'ai obéi
et je n'ai agi qu'en fonction des instructions qui m'étaient données par l'Élysée. Le pont aérien organisé depuis le Gabon inquiète le président Bongo. Il a peur que les Nigérians bombardent son pays en représailles. Il demande protection à la France. De Gaulle charge Mesmer aux armées d'envoyer 150 parachutistes pour défendre la capitale Libreville. Ils sont commandés par un jeune major de Saint-Cyr. L'ambassadeur Delaunay en dit le plus grand bien à Focard. Il y a eu beaucoup de journalistes qui sont passés par mon canal et qui me demandaient la permission de monter à bord d'un avion qui se dirigeait vers le Biafra. Moi, je leur disais oui, dans la mesure où ils avaient des recommandations suffisantes. Qui recommandait les journalistes? En général, c'était des collaborateurs de M. Focard. Maurice Beaupré, par exemple, ou Gildas Le Beurrier, ou Philippe Le Terron. De Gaulle est ému par les images des petits Biafrais. Il décide d'envoyer de l'aide humanitaire. Il refuse qu'elle soit acheminée par la Croix-Rouge internationale, qui depuis l'île de Santa Isabel monte le plus important pont aérien civil de l'histoire. Il insiste pour que l'aide française soit transportée par la Croix-Rouge française à partir de Libreville. Début mai 68, De Gaulle avait suggéré à Focard d'envoyer quelques secouristes de la Croix-Rouge. Leur présence au Biafra ferait tout de même que les autres hésiteront à bombarder d'une façon aussi féroce, avait-il ajouté. Pour Focard, tout soutien au Biafra était bon à prendre. Les médecins allaient partir, mais les bombardements n'allaient pas cesser. Ne fermez pas le bouton, avait dit Sabag. Attention, ne fermez pas le bouton, on va vous montrer un spectacle difficile à soutenir, mais nous avons besoin de vous. Moi j'étais médecin, la Croix-Rouge demandait des médecins, j'étais disponible, un peu en mal d'aventure, c'est vrai, en tout cas en appétit d'ouverture. Pour moi, mai 68 venait très tard. Doctor, what chance does this baby have of surviving, despite all these efforts that you're making? Well, a very small chance. Probably he's dying on next week, probably. C'est la mort d'enfant. C'est quelque chose auquel, en tant qu'étudiant en médecine, on était habitué, la mort, mais pas dans des conditions pareilles, c'est-à-dire tous les jours des centaines d'enfants qui meurent, tous les jours des gens mutilés par des bombes qui leur tombaient sur la tête, et le plus souvent des civils. Pourquoi ces populations civiles sont dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on les maintient dans cette situation? Puis ce sont des gens sympathiques, c'est des gens avec lesquels on commence à sympathiser, c'est des gens qu'on a envie de défendre. Les humanitaires, à leur retour, deviennent les meilleurs défenseurs de la cause biafraise. Focard leur facilite, sans qu'ils le sachent, l'accès aux médias. Bernard Kouchner crée le comité de lutte contre le génocide au Biafra. Il est soutenu par de nombreux intellectuels de gauche. À Libreville, l'ambassadeur adopte une petite biafraise. Et l'armée ouvre un orphelinat. La patrie des droits de l'homme est tout entière unie derrière le Biafra. Mais pour Focard, rien ne change. Militairement, la situation s'enlise.
La France ne reconnaît toujours pas le Biafra. De Gaulle s'impatiente. Foccart l'assure de prochaines victoires biafraises. Couve de Murville, maintenant Premier ministre, susurre ça et là que notre aide ne fait que prolonger l'agonie. Quant à Mesmer aux armées, il annonce régulièrement à De Gaulle la fin prochaine du Biafra. Il était clair que cette révolte avait échoué et à partir de ce moment-là, il était dangereux de continuer à l'aider parce que cela ne pouvait que augmenter les souffrances des Biafrais. De Gaulle sent que Foccart n'a plus l'objectivité nécessaire pour tenir son rôle de conseiller. Il décide l'envoi d'une équipe du SDEC pour s'enquérir de la situation réelle. C'est la première fois que des militaires français sont envoyés au Biafra. Leur mission, déterminante pour l'avenir de la sécession, est strictement limitée au recueil d'informations. Sur le terrain, John Sénard ira bien au-delà, à l'insu de sa hiérarchie. De Gaulle se laisse convaincre par Houphouët-Boigny d'envoyer en secret 1500 tonnes d'armes supplémentaires. Des instructions sont données à Mesmer. Il obtempère. Foccart jubile. Il est enfin récompensé et conforté dans son obstination après 18 mois d'efforts. La cellule Afrique de l'Élysée, maintenant uniquement chargée de la logistique, se retrouve confrontée à un problème très concret. L'avion coûte trop cher pour transporter des tonnages importants entre la France et le Gabon. Il faut faire des économies. La cellule de l'Élysée a décidé de mettre un bateau à disposition. Nous, les munitions qui ont été fournies par la France, c'était des munitions qui étaient basées le premier voyage, ça a été basé à Cherbourg, et puis ensuite c'était à La Rochelle. Vous pouvez transporter 600 ou 700 tonnes de matériel, quoi. Des munitions en particulier. Au printemps 69, la semaine de quête nationale pour le Biafra rencontre un succès inespéré. Or, au même moment, Houphouët-Boigny commence à être à court d'argent pour acheter des armes. La guerre coûte de plus en plus cher. Les factures s'accumulent. Et à Paris, le ministère des Finances refuse de mettre la main à la poche. Une partie de l'argent collecté est alors versée à la Croix-Rouge biafraise pour aider à l'effort de guerre du pays. Elle n'existe pas officiellement, mais elle a tout de même un représentant à Paris, M. Onyekuelu. Foccart le connaît bien. C'est lui qui est en charge de l'achat des armes pour le Biafra. J'ai reçu un jour la visite d'un prêtre irlandais qui m'avait demandé un rendez-vous. Et j'ai commencé, croyant bien faire, à lui parler de l'aide humanitaire qu'il faisait à partir de Libreville. Et le prêtre irlandais m'a dit, mais non, monsieur l'ambassadeur, c'est pas du tout d'aide humanitaire qu'il s'agit, c'est d'aide militaire. Moi, je vous demande pas des boîtes de lait concentré, je vous demande des armes et des munitions. Et ben, je lui ai répondu qu'on pouvait associer les deux. La presse évoque maintenant le chiffre d'1 million de morts. Mais comment Foccart pourrait-il croire ce que dit la presse? Il n'abandonne pas la partie. Les files d'enfants qui attendent leur ration apitoient. Le courage et le patriotisme des Biafrais séduisent. Tous les informateurs de Foccart reviennent militants pro-Biafrais. Ils lui prédisent la victoire prochaine de la sécession. C'est ce qu'il veut entendre. Foccart fait équiper les coucous d'un baron suédois, von Rosen, un illuminé qui se bat pour des causes perdues. Ces coups d'éclat redonnent confiance à la sécession. Car pour Foccart, le Biafra doit être fort pour négocier. Pompidou partage son point de vue. Bientôt, 10 000 tonnes d'armes auront été livrées. Pourtant, pendant 6 mois,
la situation ne va plus évoluer. Les armes arrivent de plus en plus nombreuses et les Biafrais continuent de mourir. Ojukwu refuse avec obstination de faire les concessions diplomatiques que lui demande Foccart. Il le déçoit. Début janvier 70, une attaque nigériane foudroyante donne le coup de grâce. Le 10 au soir, Foccart reçoit un dernier télégramme. Dans la nuit, un avion quitte le Biafra, le dernier. Il dépose Ojukwu à Abidjan. Après 13 ans d'exil, il se fera élire sénateur au Nigeria. Le 10 au soir également, le docteur Récamier refuse d'abandonner ses malades. Il est arrêté par l'armée nigériane. Un an plus tard, avec tous ses camarades rencontrés au Biafra, il fondera Médecins sans frontières. Foccart, ce soir-là, est en voyage officiel au Cameroun. Son projet fou d'une enclave francophone, chrétienne et anticommuniste au cœur du Nigeria meurt à jamais. Foccart a perdu sa guerre. À partir du moment où on n'était pas décidé à soutenir véritablement le Biafra, est-ce que ça valait la peine de commencer? C'est là l'enseignement qu'on peut tirer. Est-ce que ça valait vraiment la peine de commencer, de se donner tout le mal qu'on s'est donné pour arriver à un résultat aussi misérable à ce moment-là? Debout les paras, il est temps de s'en aller. 3, 4. Debout les paras, il est temps de s'en aller sur la route opaque à danser. Debout les paras, il est temps de sauter sur notre patrie bien-aimée. Comment j'étais impliqué dans le conflit biafrais? Je dirais même, à ma grande surprise, tout à fait d'une façon surprenante pour moi, en 68, je terminais 4 ans en Sorbonne, où je faisais ce qu'on appelle un brevet technique. Enfin, j'étais lieutenant puis capitaine, et l'armée française m'avait demandé de préparer des diplômes en Sorbonne. Ce que je fais, je prépare ces diplômes, et tout en préparant mai 68, et puis mes études s'arrêtent, j'ai mon 3e cycle, et on me dit, vous partez commander une compagnie parachutiste dans un régiment parachutiste qui est dans le sud de la France. Moi j'étais ravi, je remets mon uniforme que j'avais quitté 4 ans avant, je coupe les cheveux, et j'arrive dans ce régiment, et me dit, voilà, vous partez le mois prochain au Gabon, à Libreville. Parfait, tout à fait ce que je souhaitais. 150 parachutistes engagés et appelés, et je me retrouve à Libreville dans ce qu'on appellerait maintenant une unité de présence ou une compagnie tournante. Mais j'étais donc tout à fait officiellement installé dans un camp militaire. Donc ce camp est très sommaire. Comme chef, eh bien, le représentant de la France, c'est l'ambassadeur. Pour moi, mon chef direct, c'est l'ambassadeur. Un monsieur avec qui je m'entends très très bien, qui m'appelle son petit hussard, lui-même a fait son service comme hussard, et on accroche très bien. Et puis très vite, il me met dans le coup, voilà, la France est très présente au Biafra, vous allez les aider, etc. Or, je n'ai reçu de Paris aucune directive, ni de mon colonel. Par contre, sur place, je vois une organisation se mettre en place, et je suis progressivement impliqué dans cette organisation, enfin impliqué en tant que logisticien. N'oublions pas que nous sommes en 68-69, l'indépendance a 7-8 ans, et il y a encore beaucoup de présence française. Alors dans le cas de Libreville, le Gabon, je pense que l'engagement de la France dans le conflit biafrais
faisait qu'il y avait quand même une menace qui pouvait peser sur Libreville. D'ailleurs, cette menace était ressentie très vivement par le jeune président Albert Bongo, président du Gabon depuis 2 ans, même pas. C'est un garçon qui découvre le pouvoir, il a à peine 30 ans, il a 1 an plus que moi, et je crois qu'à l'époque j'avais 29 ans. Bon. Et il s'aperçoit que les MiG du Nigeria, peuvent très bien venir strafer l'aéroport de Libreville. Donc il me convoque, je reçois ses inquiétudes, je reçois même certaines directives, et il me dit « Vous êtes ma force de frappe, 150 parachutistes, c'est formidable, vous avez en France le nucléaire, moi j'ai 150 parachutistes, avec un beau béret rouge, ça fait peur à tout le monde, mais cette force de frappe, je voudrais l'utiliser à certains moments. Alors, est-ce que vous pouvez protéger l'aéroport ?» Bon, 150 parachutistes pour protéger l'aéroport, je ne vois pas très bien comment. Je m'en ouvre à l'ambassadeur, qui lui-même s'en ouvre à son attaché de défense, avec qui je m'entends très bien. Et on me dit, bah, écoutez, mettez des défenses aériennes autour de l'aéroport. Alors j'ai dit, j'ai pas de canon, bah, vous n'avez qu'à les prendre dans le stock qui est en forêt, là, pour le Biafra. Je prends donc des canons de 20, et je fais creuser par mes types des emplacements le long de la piste, de façon à être prêt à mitrailler les MiG qui viendraient bombarder l'aéroport. On travaille pendant 2 jours, il n'y a plus qu'à mettre les canons. Le matin, j'arrive avec les canons pour les mettre dans les emplacements, et je constate que tout est bouché. Un bulldozer dans la nuit a effacé tout mon travail de 2 jours. Je rentre dans une fureur noire, et j'apprends que le directeur de l'aéroport, qui est un Français, qui est patron de l'aéroport, vous voyez, la colonisation n'est pas terminée, a décidé que ça ne faisait pas bien de mettre des défenses antiaériennes autour de l'aéroport, et il a pris l'initiative lui-même, sans m'en parler, alors qu'il me connaissait bien, de tout boucher. Je vais le voir, je lui dis c'est fantastique, c'est un ordre du président de la République gabonaise, qui est quand même chez lui. Et il me dit, bon, moi j'en ai rien à foutre, moi il faut que l'aéroport marche, si on met des canons autour, les lignes internationales ne viendront plus. Tout ce petit détail pour vous dire comment ça fonctionnait. Rien n'était écrit, tout le monde faisait un peu n'importe quoi, on se sentait chez nous, je dirais même plus chez nous au Gabon qu'en France. En France, un directeur d'aéroport ne se serait jamais permis de revenir sur un ordre du président local, etc. Mais tout ça, ça se passait sans tension, avec sourire, avec une entente que chacun s'efforçait d'entretenir avec ses voisins. Mais pour un capitaine de 29 ans, c'était passionnant. On m'a demandé, c'est-à-dire l'attaché militaire, m'a demandé à plusieurs reprises d'aller au port, trouver des bateaux qui n'étaient pas forcément des bateaux Foccart, d'ailleurs, quelquefois des lignes régulières, et de décharger des caisses que je mettais dans des camions qui étaient les camions de ma compagnie. Et ces camions devaient partir en forêt dans un camp qui avait été installé pas très loin de Libreville, où on stockait les armes qui, la nuit, partaient par avion Biafra. Bon. Alors j'ai fait ça, enfin j'ai fait faire ça par mes gars plusieurs fois, mais je dois dire que, j'ai pris la précaution de donner ça à des sous-officiers d'active, en leur faisant jurer le grand Dieu que s'ils parlaient, ils seraient lourdement sanctionnés. J'ai fait ça avec des camions bâchés, enfin j'ai essayé de mettre le maximum de discrétion, parce que c'est un peu gênant pour moi, qui, encore une fois, n'était pas parti à Libreville avec l'idée que je soutiendrais l'armée Foccart. Bon, ça c'est certain, et j'ai découvert qu'il fallait le faire, parce qu'on me demandait de le faire, mais j'avoue que je n'étais pas toujours très à l'aise, je ne savais pas jusqu'où je serais impliqué dans cette affaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, il y a un sous-officier qui vient me voir catastrophé. Il avait chargé son camion de caisses d'armes, il ne savait pas d'ailleurs ce qu'il y avait dedans. Dans un virage un peu brutal, il y a une caisse qui tombe, il voit ça dans le rétroviseur, il voit la caisse éclater, c'était des pistolets automatiques qui sont partis sur la chaussée. Et il cale, il essaie de descendre pour récupérer ses pistolets, mais la foule s'était précipitée, donc les enfants, les femmes, les Gabonais avaient piqué tous les pistolets, et même la caisse éventrait. Et donc il est revenu chez moi en disant j'ai perdu une caisse de pistolet. Mon réflexe en tant qu'officier d'actif, ça aurait été une catastrophe. Ben, j'étais déjà pris dans l'ambiance, j'ai dit bon, qu'est-ce que ça peut faire? On n'en parle pas, et puis l'affaire est close. Et j'en ai jamais parlé, et jamais quelqu'un m'a dit il manque une caisse de pistolet. Bon,
c'est vous dire qu'il fallait à la fois faire preuve de faculté d'adaptation, hein. Il ne fallait pas dire je suis un Syrien, je ne joue pas à ça, mais inversement, il ne fallait pas faire n'importe quoi, il ne fallait pas que je commence à me prendre dans le système et aller moi-même, avec mes sous-officiers, aider à décharger les armes et pourquoi pas à former des biafrais là-bas. La tentation était grande parce qu'on avait quand même une certaine admiration pour ces gens qui faisaient la guerre tout en n'en faisant pas, etc. Et nous, on faisait un peu de la représentation, enfin encore une fois de la dissuasion sans intervenir directement. Bon, donc ça, c'est pas très facile, mais au cours de ma carrière, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'avoir à faire preuve de faculté d'adaptation dans des situations africaines qui sont jamais très simples. Et là, j'ai eu, comme commandant d'une compagnie, une bonne expérience qui m'a servi d'ailleurs par la suite. Il faut savoir, non pas fermer les yeux, mais savoir que tout ne se passe pas forcément sous les projecteurs au grand jour, avec des déclarations et des ordres écrits. Et alors là, je découvre un monde que j'ignorais totalement, qui d'ailleurs me paraît très séduisant, c'est le monde des mercenaires, je dirais même que c'est le monde de Foccart, que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler. Et pour un soldat de lumière, côtoyer les soldats de l'ombre, je dois dire que je suis aux anges, je trouve ça très très marrant, très intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment une politique africaine officielle peut être doublée par une politique africaine tout à fait parallèle et tout à fait obscure. Et puis tout ça, ça se rencontre le soir dans un hôtel assez connu, au bord de la plage, avec une lune magnifique où d'ailleurs les Américains sont en train de se poser. Enfin, on est dans deux mondes complètement surprenants. Et c'est là où je côtoie, où je découvre des gens connus, qui ont été connus surtout après, Bob Denard, Steiner, Von Rosen, Falk, etc. Et c'est tout à fait extraordinaire de prendre des pots sur la plage avec eux le soir. Alors petit à petit, on me demande de donner un coup de main logistique. Et autant avant, je regardais ça avec curiosité, mais avec une certaine distance, autant petit à petit, à la demande d'ailleurs de l'ambassadeur, j'implique mes engagés, je fais attention à ne pas impliquer les appelés, parce que je ne voudrais pas que les appelés écrivent n'importe quoi, et d'une façon personnelle, plus profonde, je découvre comment la France intervient au Biafra, pas seulement pour sauver des gosses qui crèvent de faim, mais une implication très lourde, en particulier en équipement d'armement, en formation, et toutes les nuits, des avions type Dakota non matriculés partent, se posent sur les routes et rentrent le matin avec des gosses. Voilà. Et je suis moi-même amené à donner un coup de main, soit à la garde présidentielle, soit aux gens de l'ex-SDEC, enfin des GSE, et des gens dont je connais que le prénom. Il y a certainement des pilotes officiels, mais ils sont sans galon. Je connais leurs prénoms. Leurs avions n'ont pas de matricule, mais sont des avions français. Ça part, ça revient, dans une ambiance extrêmement décontractée. Et moi-même, je tombe un peu dans ce travers de décontraction, sans me rendre compte que cette politique est à son apogée et qu'elle sera peut-être un jour critiquée. Et je dois dire qu'un type qui m'a beaucoup impressionné, c'est Von Rosen. C'est un aristocrate certainement riche qui lui-même achetait ses avions. C'était des petits avions à hélice très très sommaires. Et il bricolait dessus des missiles, genre SS-11, filéo-guidés ou pas. Il a fait plusieurs expérimentations. Et pour ça, il avait un terrain pas très loin de Libreville, à Équata, un terrain de la forêt vierge, qui était un ex-terrain forestier, où les forestiers se déplaçaient. Et là, il faisait ses expérimentations. Et puis, il m'avait dit un jour, viens me voir, mon petit, je vais te montrer ce que les anciens savent faire avec peu de moyens. Toi, tu as de gros moyens, moi je bricole et c'est vachement efficace. Et alors, je ne sais pas s'il a utilisé ses avions, je crois que oui. Il est parti au Biafra et il a mitraillé avec ses avions bricolés. Et puis, il revenait fou de joie en disant, ça marche, mais je vais l'adapter, je vais encore faire un petit truc là. Alors, je ne sais pas qui le soutenait derrière, mais je pense que
il n'était pas tout seul et qu'en France, on lui filait quelques plans ou quelques missiles particuliers qui pouvaient s'adapter sur les ailes de ces petits avions. Autrement dit, il y avait des gens quand même assez fous, voire assez courageux. Et ça pouvait marcher encore en 68-69. Je repense à ça à certains moments. Si dans les années 90, on avait demandé à des mercenaires ou à la DGSE ou à l'armée officielle de quitter son uniforme pour faire ça, je pense qu'on ne trouverait plus ce genre d'hommes. Ce genre d'hommes, ce sont des restes d'une époque coloniale, c'est des restes... Mais maintenant, on ne forme plus des von Rosen, on ne forme plus, je dirais même, on n'a plus la ressource. Mais encore une fois, c'était la fin d'une époque. C'est pour moi l'apogée du système Foccart que j'ai vu après, mais d'une façon beaucoup plus discrète, beaucoup plus modeste. Tandis que là, encore une fois, c'était un monde un peu fou, où encore une fois, on faisait tout ce qu'on voulait, n'importe qui. Von Rosen était pratiquement un personnage officiel qui était reçu... y compris par Bongo, y compris, je pense, par l'ambassadeur, bien que je ne les ai jamais eu ensemble, mais je suis persuadé qu'ils ont eu. Sur le moment, je trouvais que le système Foccart était un bon système. C'est-à-dire que la France avait raison de tenter... sa présence au Biafra. Ça me paraissait une cause juste et il me paraissait impossible d'envoyer des parachutistes avec des caméras, dire voilà, on va envahir le Biafra. Ça, il me paraissait normal qu'on fasse ça dans l'ombre, avec des avions non matriculés, avec des gens civils, et il ne fallait pas médiatiser tout ça. Par contre, il fallait donner un coup de main significatif pour que le Biafra soit indépendant et qu'il se raccroche à la France. Bon. Donc ça me paraissait normal. Et c'est pour ça que je donnais un coup de main et que j'applaudissais à toutes les demandes de l'ambassadeur ou du président Bongo. Quelle était la raison officielle de la présence française là-bas? Moi, j'ai toujours pensé que c'était faire contrepoids aux Anglais qui essayaient, aux Anglo-Saxons d'une façon générale, qui essayaient de s'approprier l'Afrique utile, et puis laisser à la France l'Afrique non utile, l'Afrique qu'il fallait aider, l'Afrique qui avait faim, etc. Donc, si la France, pour une fois, pouvait avoir une part de l'Afrique utile, moi j'étais assez persuadé que notre politique de choix du Biafra était assez bonne. Maintenant, il faut décrypter tout ça. Est-ce que c'était pas déjà l'expression du complexe français de Fashoda, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des Anglais quelque part, il faut les combattre, etc. Là, à l'époque, je ne me posais pas la question. Je me la suis posée après. Mais sur le moment, je ne me la posais pas. Je ne m'étais pas encore, je n'avais pas encore saisi quelle était la politique africaine française. Je n'ai toujours pas saisi d'ailleurs, elle a évolué. Mais enfin, sur le moment, je ne voyais pas d'autre chose que nous allons aider les Biafrais à être autonomes et on aura une retombée utile pour une fois. Voilà en gros comment je le percevais. Mais avec du recul, je me suis demandé si ce n'était pas tout simplement, encore une fois, ce qui nous a fait tort dans d'autres territoires et plusieurs années après, cette lutte contre ce que l'on pensait être l'expansionnisme anglo-saxon qui voulait nous évincer de l'Afrique et prendre nos ex-colonies. Je pense que peut-être qu'il y avait déjà à l'époque l'expression de ce qu'on a appelé le complexe de Fashoda. Sur place, ce qui me choquait, vraiment ça me choquait, et à certains moments je l'ai dit à certains qui m'ont dit « mon petit, tu fermes ta gueule », c'est ce gâchis. C'était pas contrôlé, ce n'était pas commandé, ça marchait beaucoup au champagne, on décidait ce soir autour de la table qu'on partait, qu'on allait straffer à tel endroit, enfin eux décidaient, moi je les écoutais. On ne sentait pas de ligne conductrice, on ne sentait pas un chef derrière. Chacun avait sa petite chapelle. Bob Denard disait moi je vais faire ça, Von Rosen disait ben non t'es un con, moi je vais faire ça, etc. Bon. Peut-être que l'assemblage SDEC, mercenaires, et peut-être encore une troisième force que j'arrivais mal à déterminer, était mauvais, parce qu'il fallait un commandement unique. Et peut-être que notre échec au Biafra vient de cet amateurisme et de ce manque de coordination.
Quel est l'homme qui pilotait tout ça? Je n'en sais rien. Je pense qu'il n'y en avait pas. Est-ce que Foccart lui-même venait sur le terrain? Je ne l'ai jamais vu. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il venait voir comment sur le terrain ces ordres s'appliquaient. Ce qu'il y a de bien dans l'armée de la lumière, dans l'armée officielle, c'est qu'on a des ordres, ils sont écrits, on les exécute. Si on ne les exécute pas, on se fait foutre dehors, ou on se fait punir. Eux, rien n'était écrit, chacun décidait un peu ce qu'il voulait, et c'était un gâchis considérable, je pense même de vie humaine. En tout cas, un gâchis de moyens considérable. Sur place à Libreville, moi j'avais, d'après ce que me disait l'ambassadeur, mais aussi de ce que me disaient les mercenaires au retour de leur mission, j'avais l'impression qu'on allait gagner. Donc il fallait donner encore un petit coup de pouce, il fallait accélérer l'envoi des armes, accélérer l'instruction, et que c'était quasiment dans la poche. Bon, alors peut-être que j'étais intoxiqué, peut-être que personne n'osait avouer que c'était déjà en perdition. Si j'avais su que c'était foutu, je pense que je me serais moins enthousiasmé pour cette cause et que je pense que j'aurais regardé différemment le drame humain que ça entraînait, c'est-à-dire que je pensais que ces gosses affamés qu'on recueillait le matin, c'était un passage très très court et que ça n'allait pas durer. Les parents sont quand même très inquiets et très marqués par les gosses qui le matin arrivent. Et c'est encore une fois, c'est nous qui les accueillons, qui les descendons de l'avion et qui les installons sur la plage. Et on se dit, mais enfin, si on en est là, c'est que sur place, ça doit être dramatique. Comment se fait-il que ces enfants n'aient plus de parents, qu'ils soient affamés, qu'ils soient dans un état comme ça? Alors je pose souvent la question, mais enfin, sur place, c'est dramatique. Oui, me dit-on, c'est comme toute guerre. Les Nigérians et les Anglais se conduisent d'une façon ignoble, ils ont fait un blocus, donc il n'y a plus de nourriture, mais heureusement qu'on est là. Mais c'est pas... vous avez les enfants les plus catastrophiques, les autres ils s'en sortent pas mal. Bon, ceci étant, c'est pas évident, car tous les matins, il y a des enfants qui meurent dans nos bras, qui meurent dans les bras des infirmières, et le vol, ils ne supportent pas le vol, quand ils arrivent, ils sont déjà des cadavres. Bon, c'est quand même inquiétant, j'en parle à l'ambassadeur. Mais la réponse est toujours la même, c'est une question de moi, on va gagner. On va gagner, donc continuez, ne vous posez pas de questions, continuez. Le Biafra sera indépendant grâce à la France. Bon. Si j'avais su que c'était une cause perdue, car il est possible que déjà à l'époque ce soit une cause perdue, et bien évident que mon enthousiasme et mon admiration, entre guillemets, pour cette armée de l'ombre n'aurait pas été la même. Je ne dis pas que j'aurais refusé de faire ce qu'on me demandait de faire, mais je l'aurais fait avec peut-être moins de sérénité, et je dirais même, le mot que je viens d'employer, moins d'enthousiasme à certains moments. Avec du recul, quand je suis rentré en France, cette expérience d'une politique africaine à coup de mercenaires, j'ai beaucoup réfléchi. Et comme j'avais le désir de faire une carrière africaine, ça m'a toujours servi d'exemple et de fil guide. Je pense qu'en 69 c'était possible, 68-69, parce que l'indépendance était très récente et que ce n'était pas choquant de faire ce que l'on faisait à partir de Libreville, c'est-à-dire que Libreville était la base arrière de notre action au Biafra. À l'époque, ça ne me choquait pas. Je suis revenu après en Afrique régulièrement et Dieu merci, cette politique s'est estompée car elle devenait de plus en plus choquante. Il fallait de plus en plus, c'était le discours officiel, donner aux pays africains leur réelle indépendance, leur souveraineté, alors que Bongo à l'époque n'avait aucune souveraineté sur ce qui se passait sur ces territoires. Et si on avait prolongé la politique Foccart, je trouve que ça aurait été malsain. Alors, elle a été prolongée dans certains cas, plus ou moins justifiée, mais elle n'a jamais été aussi ostentatoire, aussi provocante qu'elle ne l'a été au Gabon à cette époque. Alors, ce qu'on peut regretter sur Biafra, la seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on a perdu. Bon, si on avait gagné, tout le monde aurait dit bravo. Hein.
On a perdu, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout de notre système, peut-être que les Anglais ont bien réagi, j'en sais rien. C'est simplement de retour en France, quand j'ai resuivi la question au travers des peu d'informations que les médias français donnaient, mais au travers aussi de ce que j'en savais au travers des copains que j'avais gardés, c'est que ça a été une catastrophe, et que là évidemment on avait choisi le mauvais cheval, et que je pense que ceux qui ont poussé à la roue, je pense l'ont regretté, au moins s'ils ont vu les conséquences dramatiques pour les populations locales. Mais d'aucuns diront on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. En tout cas, on n'a pas fait d'omelette et on a cassé beaucoup d'œufs. Debout les paras, il est temps de s'en aller. 3, 4. Debout les paras, il est temps de s'en aller sur la route au pas cadencé. Debout les paras, il est temps de sauter sur notre patrie bien-aimée. Dans les prés, dans les champs, les pépins dans le vent, la mitraille accompagnera nos chants. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Pour venir avec nous, pas besoin d'être gros, il suffit d'avoir du culot. Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand, il suffit d'avoir un peu de cran. C'est trop dur, vous direz, c'est trop fort, vous pensez. Allons donc un peu de bonne volonté. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Allons les copains avec tout le barda, dans l'avion qui mène au combat. Surtout les copains, n'oubliez pas le pépin, car là-haut y a pas de magasin. Mais ne vous en faites pas, même s'il ne s'ouvre pas, on se retrouvera quand même tous en bas. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde ira, pas un ne se dégonflera. Parachutistes, vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Seul avec vos glaives, seul pour apprivoiser la porte, nous préférons entendre
chauffeurs ne sont pas nets, on monte alors dans nos avions. Quand les chauffeurs ne sont pas nets, on monte alors dans nos avions. Faut parfois, c'est évident, montrer les dents. Faut parfois, c'est évident, montrer les dents. Les agricoles en bout de piste, c'est la 11e division. Les agricoles en bout de piste, c'est la 11e division. Division de parachutistes qui
50 ans après cette OPEX, les souvenirs sont toujours là. Il y a sûrement un peu de nostalgie. Mais regardez, nous sommes encore une bonne cinquantaine à être là sur les 150 qui étaient partis au Gabon. Il est tout à fait normal que certains de nos compagnons ne soient pas venus pour différentes raisons. Mais les liens existent. Mais j'ai surtout ce sentiment de fierté d'avoir servi dans ce régiment et dans cet escadron, et d'avoir été envoyé par le président de la République de la France, au général de Gaulle, quand même faire du camping sauvage sous l'Équateur. On a eu de merveilleux moments, des moments beaucoup moins drôles. On n'a pas eu vraiment faim, on avait envie de croquer quelque chose. Mais cette cohésion qui était là, où tout le monde était pareil, tout le monde se respectait, tout le monde marchait du même pas. Et cette cohésion que j'ai vue s'est transformée en une amitié profonde au fil des ans. Merci à tous. À nos anciens d'Indochine, d'Algérie, du Liban, d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, de Centrafrique, du Sahel et dernièrement du Burkina Faso.